bienvenue sur Cardio Online. Je suis ravi de partager une conversation que l'on va avoir avec le professeur Éric Brucker sur un sujet majeur en cardiologie qui est l'observance au traitement hypolipémiant. Je suis Jean-Jacques Mourad, chef de service de médecine interne de l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Éric, le sujet est d'importance, on vient d'en débattre aux Journées européennes. Mais est-ce que c'est un vrai sujet d'un landerneau de spécialistes ou est-ce que c'est un vrai point d'importance qui impacte lourdement la prévention cardiovasculaire? C'est quoi l'ampleur de l'inobservance concernant les traitements hypocholestérolémiens? L'ampleur, elle est absolument majeure. Pour moi, c'est le problème numéro un des statines, c'est l'observance. Et il y a deux éléments qui illustrent l'ampleur du problème. C'est premièrement les données de l'inobservance. À 2 ans, en prévention primaire, 50% des gens ne prennent pas leur traitement. Et en prévention secondaire, c'est à peu près 30%. Donc, il y a une différence entre prévention primaire et prévention secondaire. Et le deuxième volet qui illustre parfaitement l'ampleur du problème, c'est qu'associé à la non-observance, on a une mortalité cardiovasculaire qui est multipliée par 2 à 3. Donc, c'est absolument majeur. Et dans ce domaine, l'inertie des médecins, elle est moindre que l'inobservance pour toi en termes d'impact. Ah, clairement. Je pense qu'il y a un problème d'inertie, bien sûr, mais l'observance, c'est vraiment, vraiment central. Alors, d'un point de vue pratique, c'est vrai que nous sommes tous, auditeurs et nous-mêmes, confrontés à des problématiques de surconnaissance finalement des effets indésirables classiques des statines, que sont les myalgies. Elles ont été largement médiatisées aussi. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile de tenir une conviction sur une prescription face à un patient qui se plaint d'une douleur musculaire. Ton expertise dans ce domaine est importante et précieuse pour nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement quand on a face à nous un patient qui a une douleur musculaire? Est-ce qu'il faut tout de suite arrêter la statine ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Sûrement pas. Je pense que d'abord, il faut avoir conscience que dans la population générale, et il y a une méta-analyse assez récente là-dessus, la fréquence des symptômes musculo-tendineux, c'est à peu près 30% de la population, avec bien sûr très peu chez les jeunes, énormément chez les plus âgés. Mais déjà, en dehors de tout traitement, c'est extrêmement fréquent d'avoir, je dirais, mal quelque part. Et ça illustre le fait que la première étape par rapport à la gestion des effets secondaires musculaires, c'est de savoir que l'écrasante majorité des plaintes musculaires ne sont pas liées à la statine. Et il faut donc que le cardiologue puisse expliquer ça aux patients. Et après, il peut apporter d'autres arguments en dehors de la fréquence dans la population générale. Mais c'est que quand on compare, par exemple, dans l'étude HPS, qui est probablement la meilleure étude à avoir analysé ça, on a à peu près 30% de plaintes musculaires sous placebo, à peu près 30% de plaintes musculaires sous statine. Et c'est aussi la donnée actuelle que la plupart, finalement, des plaintes musculaires, alors, une fois qu'on a expliqué aux patients que ça n'était pas lié à la statine, un certain nombre est rassuré et continue le traitement. Et puis, il y a quand même des gens qui attribuent ça à la statine. Et dans ce cas-là, c'est un vrai effet nocebo. Et les données récentes montrent que, effectivement, l'effet nocebo est important. Il y a cette publication dans le New England Journal of Medicine qui montre que quand on randomise 3 groupes, le groupe sans traitement n'a pas de plainte, le groupe sous placebo a à peu près autant de plaintes que le groupe sous statine. Pour donner un petit peu des conseils pratiques, je pense que l'élément important, c'est d'abord, il faut informer avant la prescription sur la possibilité d'effets secondaires. Pas sur leur fréquence, parce que ça, ce n'est pas intéressant pour les patients, mais sur le fait qu'elles sont gérables et qu'elles sont sans gravité. Et ça, c'est un point important. Le deuxième élément qui est important par rapport à ces effets secondaires musculaires, c'est qu'il y a un questionnaire d'imputabilité qui a été proposé et que, par exemple, des symptômes musculaires qui apparaissent 1 an après la prescription des statines, a priori, on est certain que ça ne peut pas être lié à la statine. Et le questionnaire d'imputabilité, en fait, il faut que ce soit des douleurs diffuses, symétriques et qui soient apparues dans les 2 à 4 semaines, en gros avant 4 semaines
après la prescription du traitement. Donc, il y a un effet temps. Évidemment, le troisième élément, c'est l'amélioration quand on arrête le traitement ou quand on diminue la dose. Donc, cette grille est formalisée, on la trouve très facilement et je crois que c'est un message fort de dire qu'il faut vraiment s'astreindre parfois, et ça a une valeur pédagogique, de faire cette grille d'imputabilité pour correctement faire une fenêtre thérapeutique s'il y a lieu, pour convaincre ou non le patient qu'il n'y a pas de lien avec la prise de statine. De façon plus générale… Et validé. Et validé, tout à fait. Et de façon plus générale, Eric, comment finalement, dans ton expérience personnelle, on peut améliorer l'observance au long cours des traitements hypolipémiants, et ça peut être des pistes aussi pour les autres traitements de prévention cardiovasculaire d'ailleurs. Alors pour moi, la première étape, c'est d'abord de l'évaluer. On s'aperçoit en pratique que souvent, l'observance n'est pas évaluée. L'évaluer, c'est bien sûr par des questions qui ne sont pas culpabilisantes pour le patient. C'est du type, avez-vous une difficulté à la prise régulière de votre traitement? Et puis, par rapport au cholestérol, il a été montré dans une très grosse étude que le dosage de cholestérol était une bonne façon d'évaluer l'observance. Donc, premièrement, c'est l'évaluer. La deuxième recommandation, c'est de préparer le patient à la prescription, et ça, c'est évidemment très important pour la prévention primaire. En prévention secondaire, c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent, la prescription, elle est très rapide, mais préparer le patient en lui disant qu'il va probablement falloir qu'il soit traité, c'est un élément clé. Le troisième recommandation, c'est cette notion de decision sharing en anglais, donc décision partagée. Et donc, c'est toute la discussion, la relation de confiance qui doit s'établir avec le médecin. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élément important, c'est de savoir qu'il y a une non-observance intentionnelle. Et dans ce cas-là, c'est plutôt soit lié aux effets secondaires, soit lié à un désaccord avec le traitement. Et l'inobservance non intentionnelle, c'est-à-dire c'est tout simplement les oublis. Dans ce cas-là, c'est plus lié au mode de vie. Et les recommandations sont différentes dans un cas et dans l'autre. Par exemple, dans la non-observance non intentionnelle, eh bien, le pilulier peut beaucoup aider. La notion de rappel par téléphone est un élément clé. Donc, je crois que c'est clé de différencier intentionnel et non intentionnel. Ça, c'est un élément, moi, qui me paraît très important. Donc, si on voulait résumer, Eric, et pour en finir, c'est vrai qu'il me semble qu'il faut remettre de la rationalité dans une vision très irrationnelle qui traîne autour de ces traitements, remettre de la confiance, parce qu'on ne pourra pas soigner sans confiance partagée dans ce colloque singulier, et puis effectivement évaluer pour trouver des bonnes solutions adaptées à chaque type d'inobservance. J'espère que cette conversation brève mais intéressante vous a intéressé, vous a apporté des outils pour votre pratique quotidienne, et je vous dis à bientôt.